après, puisque on ne les a pas désignés en fonction d'un débat. Et en plus, on va leur coller, parce que ça, je vois venir ça à 50 km, on va leur coller des experts qui, comme par hasard, leur donneront des solutions. Donc, comme je veux éviter à la fois les experts et l'absence de débat préalable, et il faut qu'il y ait élection, au sens où l'élection, c'est aussi le débat. Ce débat doit avoir lieu. Alors nous disons, alors évidemment pas comme aujourd'hui, sinon encore une fois il n'y aurait pas besoin de changer, nous disons il serait bon qu'il commence au niveau le plus fin, c'est-à-dire dans les communes. C'est en ce sens que nous avons, ou dans les quartiers évidemment, hein, je ne vais pas comparer, excusez-moi, Saillant et Paris, bon, c'est pas de même taille. Donc dans les quartiers, disons à un niveau où les gens peuvent se rencontrer, échanger, dialoguer, bon, se confronter. Voilà. Mais il faut que ce débat ait lieu au niveau le plus fin, et c'est pour cela que nous avions créé l'association, nous l'avons créée, Commune Citoyenne. Cette association essaie de créer, c'est le cas dans la commune qui est au nord de l'Essonne, qui s'appelle Les Molières. Nous avons créé Yvan Lubraneski, qui est le maire des Molières, et moi-même cette association. Et je crois que le travail que fait Yvan Lubraneski au niveau des Molières est particulièrement intéressant à regarder. De ce point de vue, c'est un début, justement, de cette confrontation. Et cette confrontation, elle amène inévitablement un débat où tous les citoyens participent. Et s'il y a des représentants, ils sont élus par les citoyens en question, parce qu'il y a eu débat. Ils ne vont pas élire quelqu'un qui est en contradiction avec leur décision majoritaire, ça serait absurde. Voilà. C'est ça l'élection. Et je crois qu'il faut arrêter de caricaturer les élections comme si par nature elles étaient la reproduction de ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une caricature de démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Il n'y a qu'à voir comment ça se passe. De toute façon, il n'y a aucune parole donnée, il n'y a aucun contrôle des élus, il y a... C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Tu peux nous dire le type d'élection auquel vous pensez, vous, l'association pour une constituante? Pour le coup, on n'a pas pour l'instant une position définitive, on a des pistes. On a des pistes, d'ailleurs certains de nos cercles n'ont pas obligatoirement les mêmes pistes que les cercles d'à côté. C'est une très bonne chose, il faut qu'on confronte toutes ces possibilités. Et disons que ce qui nous a semblé pour l'instant intéressant, c'est d'essayer que ce débat ait lieu, donc, comme je le disais à l'instant, au niveau le plus fin, donc au niveau du quartier, de la commune. Il faut définir à peu près la taille, bon, c'est à voir. Échelle humaine, quoi. Et peut-être pourrait-on imaginer que de ces débats émanent des délégués qui eux-mêmes se rassembleraient, confronteraient et, in fine, désigneraient des députés. Bon, je reprends le mot des députés en espérant que ça ne choque pas des oreilles trop prudes. Mais voilà, on peut imaginer des choses à plusieurs niveaux, ça c'est pas absurde. Mais bon, c'est une piste comme il peut y en avoir d'autres. Mais en tout cas, il faut que tout cela émane. J'y reviens parce que je crois que c'est ça la clé du... Il marche mal, très bien. La gamelote de chez Darty. Ah, ça aussi c'est à changer. Hein. Bon, donc il faut que cette citoyenneté dont je parlais à l'instant, qui doit se recrée justement grâce à ce débat. C'est elle seule qui peut recréer le citoyen. Parce que le citoyen, enfin, je ne sais plus qui disait, un philosophe français, l'individu isolé n'existe pas. L'individu n'existe que par sa confrontation aux autres. Et le citoyen n'existe que par sa confrontation aux autres citoyens. Et je dirais, bon, je suis désolé qu'Emmanuel ne soit pas là, mais le tirage au sort, c'est justement l'absence de confrontation. Voilà. Or, l'individu doit se confronter. Tout le processus doit être un processus depuis le plus bas jusqu'au plus haut, un processus de confrontation, de débat, de choix, de décision. Voilà. Il y a une question, j'amène le micro parce qu'il ne marche pas. Non, il ne marche plus. Non, il ne marche pas très bien. Alors, moi je suis un peu gêné, Emmanuel n'est pas là, mais il ne parlait pas en son nom
Et moi, effectivement, je fais partie de cette association qui est favorable au tirage au sort. Alors, je suis un peu gêné de parler au nom d'autres. Ça, c'est peut-être aussi une pudeur de citoyen. Mais le tirage au sort peut faire peur. L'élection aussi. L'élection a des avantages, le tirage au sort aussi. Et en fait, j'ai envie de plaider pour le tirage au sort. Dire au moins quelques arguments pour qu'il y ait une confrontation. Et dans les points d'accord, on pourrait dire justement que ce qui est important, c'est la confrontation. En fait, dans une démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Alors le peuple, il a une volonté. En fait, pas vraiment. Cette volonté, elle émerge d'une confrontation et d'un débat. J'ai peur qu'une élection, alors effectivement vous avez des processus d'élection très différents qui insistent sur le local, mais dans une ville comme Paris, peut-être vraiment dans le local, les rapports avec le voisinage ne sont pas les mêmes, on ne se connaît pas forcément de manière proche, et ce qui est important, c'est que le tirage au sort n'est pas un sondage d'opinion. Donc, dans les tirés au sort, j'ai même parlé de manière un peu caricaturale. Je suis une mère catholique. Je ne représente pas les mères catholiques. Je parle en mon âme et conscience. Je délibère avec les autres. Et justement, parce que je ne représente personne, je suis un vegan philatéliste, je ne représente pas les vegans philatélistes. Quand je suis élu, forcément, je dois défendre des gens qui m'ont élu, en principe, quoique la Constitution actuelle précise que tout mandat impératif est nul. Mais le principe d'une élection, c'est de représenter des gens, et pour une délibération, c'est plus difficile. La vertu du tirage au sort, c'est qu'effectivement, on ne représente que soi-même, individu, avec toute sa complexité. Et c'est ça qui rend la confrontation et les débats riches et intéressants. Ce n'est pas les opinions de chacun qui sont intéressantes. J'ai entendu souvent le tirage au sort, ben, il y aura des gens du Front National. Eh bien oui, il y aura des gens du Front National. Mais ils débattront avec les autres. De toute façon, il y en a déjà. Mais il y aura peut-être aussi des gens qui sont pour l'établissement de la charia dans la République, que ça doit être la loi de la République. Il faut entendre ces gens. Il faut que, non seulement les entendre, mais que tout se tricote dans un débat. Et c'est le seul moyen d'un exercice démocratique. Et la démocratie, pour moi, c'est pas une philosophie, c'est pas une idéologie, c'est pas gravé dans un marbre, qui soit aux cieux ou dans nos cœurs. C'est pas ça, c'est pragmatique, tout à fait pragmatique. Et même les principes dont vous parliez, les principes, c'est des notions pragmatiques. Je dirais que ce qui définit les grands principes, les droits de l'homme, etc., c'est ce que on n'accepterait pas de voir bafouer, même si on est minoritaire. On n'accepterait pas la loi de la majorité si elle s'en prend à ces principes. Pour moi, ce serait une définition des grands principes d'une constitution, de droits de l'homme, etc. Voilà, je voulais aussi faire entendre ce point de vue sur le tirage au sort, pour qu'on comprenne bien ce en quoi on peut être d'accord et ce en quoi on peut diverger. Mais c'est cette divergence qui fait la richesse d'une démocratie. Et dans les points d'accord, je dirais que la démocratie, c'est une confrontation. J'aurais en passer. On essaie tant bien que mal, malgré des micros. Pas de gaffe. Celui-là est mieux, oui. Il est moins d'articles, peut-être. Donc, je pense, ça fait des années qu'on entend ce débat, on n'a jamais cherché à le fuir, en même temps, honnêtement, j'espère ne pas vexer en disant, on l'a jamais trouvé, je cherche le mot qui va intéresser. Parce que quelqu'un qui soit tiré au sort ou élu, il représente. Donc c'est pas un débat sur les représentants, il y aura de toute façon des représentants.
Alors je suis désolé, mais je préfère un représentant qui me représente à un représentant qui ne me représente pas. Bon, c'est comme ça. Donc, la question du tirage au sort, puisqu'il faut en parler, on tire au sort quoi? Sur quels critères? Allez, on y va, on me dit, on va représenter la population. C'est-à-dire quoi? Les catégories sociales, les sexes, les origines, enfin, que sais-je. Bon. Mais qui a décidé que quelqu'un qui représente est déterminé par son origine sociale, par son texte, par son sexe ou par je ne sais trop quel. Qui a décidé ça? Dire, on peut parfaitement, enfin, on reprend toujours le même exemple, hein, excusez-moi de le reprendre encore une fois, hein. Marx était un riche, hein, et le regretté Bérégovoy n'était pas un riche. Sauf que les politiques, apparemment, c'était pas tout à fait les mêmes. Bon, on n'est pas déterminé ni par son origine sociale, ni par son sexe, ni par son origine ethnique. Or, ce dont on parle en politique, et là, ça rentre encore dans cette différenciation, catégorisation des citoyens. On est citoyen pour parler des problèmes qui se posent à la collectivité. Et on n'est pas uniquement représentant d'une catégorie dont on est membre. André, ça y est, l'argument là, il est clair. Je suis intéressé puisqu'il y a deux personnes. Là, je ne connais pas votre prénom, monsieur. Il y a Denis, il y a André. Denis, il est pour le tirage, il défend le tirage au sort et ses avantages. Et André, tu viens de nous dire des arguments intéressants contre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous deux, vous allez vous mettre d'accord pour qu'on fasse quand même une constituante citoyenne et quelles sont vos bases communes, là où vous êtes d'accord, donc les points d'accord, pour qu'on avance. Parce que si déjà on se dispute sur un truc qu'on doit régler dans 6 mois ou dans 1 an, c'est mort. S'il s'agit, je termine parce que c'est important, s'il s'agit de modalités techniques, ce qui semble être un des arguments que j'ai souvent entendu sur tirage au sort, on n'en sortira pas. On n'en sortira pas parce qu'à chaque argument technique s'opposera un autre argument technique qui aura de sa valeur aussi. Il ne s'agit pas d'arguments techniques. Il s'agit de savoir si on reconnaît en tout individu sa part de souveraineté auquel cas il doit l'exercer. Il n'est pas question qu'il ne puisse pas l'exercer parce qu'un système ne le met pas acteur. Tout citoyen est acteur et il doit avoir les moyens d'exprimer le fait qu'il est acteur. Et tout système, pour moi, qui empêche qu'il ait cette expression est contraire à ma conception de la démocratie. Alors, c'est bon, je peux... Tu gardes le micro de toute façon. Mais tu peux le garder pour l'instant et quand quelqu'un le veut. Alors, il est court ce fil. Là, on a point d'accord, point de clivage. On voit que le point de clivage principal, et ce depuis 2005, grosso modo, c'est ceux qui sont pour le tirage au sort, on va dire le plus connu d'entre eux, Étienne Chouard, et puis ceux qui s'en méfient, voire qui ne veulent pas en entendre parler. Ça fait 2 Marseillais. Ça fait 2 Marseillais. Moi, ce que j'aimerais, je ne suis pas le seul, c'est que cette question, ce problème du tirage au sort, on décide de le régler plus tard pour l'instant se concentrer sur nos points d'accord. On voit que c'est difficile, hein. Et pourtant, là, on n'en est pas à décider, on n'en est pas à trancher, on est des petites réunions, des centaines de petites réunions en France, on n'est pas encore à la constituante. Donc je vais vous présenter, si vous voulez bien, un schéma constituant qui a été proposé donc par la Fondation Nicolas Hulot. Ils ont publié un petit fascicule qui devait devenir un livre, mais ils ont annulé le livre parce que Hulot est devenu ministre. Mais ils ont publié un fascicule très intéressant que j'ai résumé là qu'on a résumé dans cette affiche, qui dit exactement comment pourrait se passer un processus constituant, c'est-à-dire le peuple qui écrirait la Constitution. Mais là, alors je vous explique le schéma. Ils partent du principe qu'ils ont un préalable, c'est l'hypothèse projet présidentiel. Ça veut dire
un président. Là, c'était le cas de Mélenchon, un candidat. Mélenchon voulait une constituante. Hulot l'aurait sans doute voulu aussi s'il avait été président. Donc, préalable, un projet présidentiel, donc c'est impulsé par le haut, un président est élu, et il dit maintenant on va faire une constituante citoyenne. Et le deuxième préalable, c'est qu'il faut un référendum avant même de lancer le processus constituant pour déroger aux règles constitutionnelles existantes. Voilà, ça c'est leur préalable. Ils envisagent 3 étapes. Je dis leur nom à ces spécialistes, c'est des constitutionnalistes. Il y a Loïc Blondiot, Dominique Bourg qui fait partie de la FNH, Marianne Cohandet, j'espère ne pas abîmer leur nom, Jean-Michel Fourniot, Bastien François. Ils se sont mis ensemble, ils ont réfléchi comme on fait là, et ils avaient pour mission d'avoir une proposition claire. Elle est claire. Premièrement, ils organisent, enfin le président qui serait élu pour lancer une constituante citoyenne, premièrement, il y aura une consultation citoyenne décentralisée qui dure 4 à 6 mois. Cette consultation citoyenne, c'est des assemblées locales, auto-organisées, en gros comme Nuit Debout, hein, on se réunit, ou dans n'importe quelle petite ville, petit village, ils font leurs assemblées, ou leurs réunions, et ils font leurs propositions. Il y a une plateforme, dans cette consultation, il y a une plateforme numérique nationale où chaque petite assemblée, si j'ai bien compris, va faire ses propositions pour que tout ça soit réuni dans un grand fichier avec plein de gens qui travaillent dessus. Pour remettre Alors, je m'y reprends, attendez. Consultation citoyenne, dont les propositions vont devoir être synthétisées par qui? Par, si j'ai bien compris, une haute autorité du débat constituant. Ça, c'est le comité de pilotage de la constituante citoyenne telle que la conçoit la Fondation Hulot. Ils ont peut-être déjà évolué hein, sur ce schéma, il ne faut pas leur... donc cette haute autorité du débat constituant, si j'ai bien compris, sera chargée, notamment, donc d'organiser tout, mais sera notamment chargée de restituer fidèlement la délibération populaire pour en faire la synthèse. Et donc, passer à l'étape 2, le Forum national, c'est un forum de 1000 citoyens tirés au sort pour le coup, qui vont... Donc ça dure, alors c'est pas si facile hein, leur schéma. Je reprends. Oui, il est très simple, mais quand on rentre dedans, on se rend compte que c'est bizarre. Consultation citoyenne décentralisée, ils font des propositions qui arrivent au Forum national. Ils prévoient que ça se tienne à Versailles, pourquoi pas. Ce Forum national est constitué de 1000 citoyens tirés au sort, dont les missions principales sont... dont la mission principale est la rédaction d'un cahier des charges. Ça dure que dans leur schéma, ça dure 2 jours la rédaction de ce cahier des charges. Hein. Dans leur schéma, il y a 4 à 6 mois de consultation citoyenne, 7 jours, une sorte de goulot d'étranglement de la réflexion sous forme de forum national tiré au sort, et ce forum national doit produire un cahier des charges en 2 jours qui va être remis à l'Assemblée constituante. Ce cahier des charges, il est en gros ce qu'on veut dans le processus constituant, ce qu'on en attend et comment il doit se passer. Mais finalement, donc, il est remis à l'Assemblée constituante, c'est la 3e étape. L'Assemblée constituante, elle est censée durer 6 mois. Elle est nationale et elle a 2 missions. Rédiger un projet constituant en vue du référendum, qui devra l'adopter, et ça semble un peu étonnant, concevoir la brochure à remettre à chaque électeur. Vous voyez, on réunit une assemblée nationale, une assemblée constituante qui doit concevoir une brochure. Moi, ça m'a un peu interloqué. Et rédiger un projet constituant. Voilà, c'est leur étape. 1, 2, 3. Et l'assemblée constituante elle-même sera constituée, dans le schéma de la Fondation Hulot, par une assemblée décisionnelle composée de 50 élus émanant de l'ancienne Assemblée nationale et de 150 tirés au sort, ce qui fait donc 200 personnes, 200 députés, si ce mot n'est pas trop, fait pas peur à trop d'oreilles, 200 députés constituants, mais qui vont s'appuyer sur un comité d'experts de 20 membres, nommés par qui, désignés comment, pourquoi pas plus que 20. Ce comité d'experts international va répondre à toutes les questions de l'Assemblée décisionnelle. Et c'est cet ensemble-là qui, si j'ai bien compris, est appelé Assemblée constituante. Ça pose question, il y aura débat. Moi, je pense qu'ils ont déjà évolué hein, sur cette proposition.
Et donc, à l'issue de ces 6 mois d'assemblée constituante, il y a des élections nationales. Il y a d'abord un référendum, pour valider la Constitution, et ensuite il y a des élections nationales, et aucun membre de la Constituante n'a le droit d'être candidat. Je l'ai mal expliqué, mais c'est le schéma Nicolas Hulot, et ça a quand même un grand mérite, pas Nicolas Hulot, mais le schéma Fondation Hulot, ça a un grand mérite, c'est qu'au moins il y a un processus clair, on peut dire des défauts, on peut dire je suis pas d'accord avec ça, mais au moins c'est clé en main, quoi. J'ai travaillé, moi, parce que je veux pas engager les... Oui. Juste une question, tu as rien dit sur qui est-ce qui constituait la haute autorité? Alors, j'ai rien dit, mais j'ai posé des questions. Combien de membres, nommés par qui, élus, pour l'interrogation, tirés au sort? C'est une boîte noire. Pour moi, c'est le défaut, personnellement, c'est le défaut de ce schéma, plus que le défaut, ça fout la trouille. Ça donne pas confiance. Moi, je participe pas à ça. Par contre, je discute volontiers avec tous ceux qui l'ont, avec les constitutionnalistes qui l'ont mis en schéma, parce que ça va évoluer. Et moi, je me suis inspiré de ça. C'est pas facile, on n'est pas nombreux. Enfin, comment on fait pour imaginer un schéma constituant? Et en gros, à part la haute autorité de débat, là, qui me semble la boîte noire de leur avion, nous reprenons. Je dis je parce que je veux pas engager les autres membres des équipes de travail et de réflexion. Donc, plutôt que de passer par le haut, c'est-à-dire plutôt que dans leur schéma, un président qui impulse une constituante citoyenne, moi je pense qu'il faut partir je suis un nu debout, donc je pense qu'il faut partir de la base, et qu'il faut commencer par des assemblées locales auto-organisées 100% ouvertes. Ça pour l'instant ça ressemble, ça va, ils l'ont aussi. C'est déjà bien que dans le schéma Fondation Hulot, il y ait quand même des assemblées locales auto-organisées. Après, il faut voir si on les écoute vraiment ou pas. Donc des assemblées locales auto-organisées, elles travaillent elles aussi sur le cahier des charges du schéma constituant. Quand je dis schéma, je sais que tout le monde ne suit pas, mais schéma constituant, ça veut dire quelles étapes, qui on désigne pour travailler, pour nous représenter, etc. Donc elles travaillent sur un cahier des charges du schéma constituant et sur un cahier des charges de la prochaine constitution elle-même. C'est un peu, désolé que ça semble un peu technique, mais il y a écrire la constitution ensemble et puis il y a se mettre d'accord avant sur comment on va le faire. C'est vraiment pas évident. Donc elle travaille un cahier des charges schéma constituant, un cahier des charges de la prochaine constitution, en déterminant ce qui relèvera du niveau communal pour la décision publique, du niveau régional, du niveau national. J'ajoute du niveau mondial, puisqu'on est à un moment où ils sont en train de la faire, la gouvernance mondiale, donc faut qu'on pense à la faire nous aussi, différemment. Elles élaborent des propositions précises, c'est-à-dire des articles de la Constitution ou des principes de loi à venir, et elles désignent, selon les modalités de leur choix, des délégués qui vont à l'Assemblée régionale, également auto-organisée. Ça, c'est une proposition d'un citoyen, à l'Assemblée régionale, donc c'est là, cette fois, elle n'est pas ouverte à 100%, puisqu'il n'y a que des délégués. On est bien d'accord, elle peut être filmée, ça doit être totalement transparent, mais là, c'est pas tout le monde qui rentre, c'est seulement les délégués des assemblées locales. Ces assemblées régionales constituantes, elles administrent ensemble la plateforme numérique, plutôt que ce soit la haute autorité du débat constituant qui administre la plateforme. Je pense que ça doit être les assemblées elles-mêmes, s'organisant ensemble, qui la gèrent. Elle est très importante, cette plateforme numérique, parce que c'est ce qui va nous permettre de travailler ensemble. Si c'est biaisé, c'est mort. Donc, les assemblées locales travaillent sur un schéma constituant, envoient des délégués à l'assemblée régionale, qui fait la même chose, mais qui synthétise, comme dans le travail là-bas, qui essaye de synthétiser toutes les propositions de milliers d'assemblées locales, donc c'est un travail énorme. Ils le font à l'échelle régionale, et eux-mêmes, ils envoient des représentants à l'Assemblée constituante nationale. La même que... Pas la même, puisqu'on n'a pas le même mode de désignation, mais le même principe, une Assemblée nationale, constituante, qui travaille aussi à synthétiser les propositions, des assemblées régionales cette fois, en s'appuyant sur les cahiers des charges qui auront été pensés écrits par les assemblées locales. Et donc là, on en est à l'Assemblée constituante. Si on suit le schéma Nicolas Hulot et le schéma qu'on aurait tous en tête, hop, on fait un référendum pour dire auquel ou non, ça nous va ou ça ne nous va pas la nouvelle constitution. Moi, je trouve que c'est risqué. C'est-à-dire, parce qu'une constitution, on l'a pour très très longtemps, on ne la réécrit pas toutes les 5 minutes. Donc je propose que, quand on arrive au niveau Assemblée constituante nationale,
Donc on aura produit un texte, une constitution, ils auront, là je propose 2 mois, ou peu importe la durée que ça prend, mais ils auront écrit une constitution, ces députés, qu'on les ait tirés au sort ou qu'on les ait élus, ça peut être décidé plus tard. Ils auront écrit une constitution, mais on ne va pas tout de suite faire un référendum pour dire oui ou non, parce que c'est compliqué. On revient à la base, aux assemblées locales qui décortiquent la constitution proposée par l'Assemblée nationale, qui la critiquent, qui l'amendent et qui voient s'ils se sont fait entuber ou pas. Voilà. Et puis du coup, il renvoie à l'Assemblée régionale, qui refait le même travail que précédemment, mais plus vite cette fois. Au début il fallait 6 mois, 3 mois, là après on le fait en 1 mois, on va vite. Retour aux assemblées régionales, et le texte revient à l'Assemblée constituante nationale, je dirais pour une dernière fois, mais en fait on peut le faire autant de fois qu'on veut tant qu'on n'est pas content. Mais bon, là ça fait déjà 15 mois, ce schéma-là il est fait en 15 mois. Nicolas Hulot c'est en 12 mois. Et donc quand même à la fin, que ce soit en un temps plus court ou en un temps plus long, on a un référendum, ça je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, hein, c'est un point. Puis des élections qui vont désigner, enfin des élections ou des tirages au sort selon les institutions, comment elles auront été modelées, des élections de tirage au sort pour les nouvelles institutions législatives et exécutives à l'échelle nationale, régionale et locale. Et je vais arrêter là pour l'instant, mais pour dire que entre un schéma constituant qui vient par le haut et un schéma constituant qui vient par le bas, ça induit très différemment tout ce qui va se suivre, parce qu'en termes de décentralisation, là par exemple, il n'y a que la consultation citoyenne qui est décentralisée. C'est pas la Constitution ensuite. Or, on est à un moment, personnellement, tu parlais André, de l'échelle humaine de la commune pour localiser la décision publique. Moi je suis à 100% de cet avis, je suis on va dire communaliste, même si j'ai rien lu sur le sujet, j'ai compris que j'étais communaliste. C'est-à-dire que je pense que le niveau de décision, ça doit être le plus petit, même si on garde un échelon national. Et donc si on part par le bas, on a des chances à la fin d'avoir une constituante qui est totalement décentralisée, qui ramène le pouvoir au local au maximum, comme on le souhaite presque tous. Alors que si c'est par le haut, avec une autorité du débat constituant, et un goulet d'étranglement de 7 jours sur le forum national, c'est pas garanti, pour moi. Je me permets de reprendre parce que je voudrais libérer Marc qui doit partir. Ah non, il n'y a pas de souci. Bon, on peut discuter longuement, on va pas transiger maintenant sur des schémas de cette ampleur, mais je peux dire tout de suite, autant celui-là je peux en parler, autant celui-là je ne peux pas en parler. Parce que celui-là, sous des apparences subtiles, c'est un contrôle du début à la fin par des autorités inconnues, non transparentes et visiblement émanant de on ne sait quelle démiurge que je n'ai aucune envie de suivre. Voilà. Je ne vois aucune démocratie, sinon d'apparence, dans ce genre de choses. Là, il y a une recherche de démocratie. Alors après, on peut discuter. C'est vrai que le processus est un peu lourd, mais de toute façon, je pense qu'il y aura de la lourdeur. Je pense qu'il y aura de la lourdeur inévitablement dans ce genre de processus. Mais en tout cas, il y a ce qui est pour moi le point fondamental et qui explique à la fois mes adhésions et mes refus, le respect du citoyen et la reconstitution de sa volonté individuelle et collective. Là, je ne la vois absolument pas. Au contraire, j'en vois des contrôles partout. Là, oui, il y a une recherche sur ce terrain. Après, oui, il faut voir la lourdeur de la chose, le réalisme. Bon, en tout cas, on peut en parler. Voilà, ça c'est sûr. N'hésitez pas à demander la parole, à lever la main. N'hésitez pas non plus à rentrer dans ce cercle et à vous asseoir si tout d'un coup ça vous passionne. Mais vous êtes plus là, si vous restez tranquille, si vous restez là où vous êtes, vous pouvez plus facilement partir, c'est vrai, c'est plus libre. Ça va, c'est important de ne pas se faire piéger. On peut passer peut-être à l'étape suivante de cet atelier ou c'est encore trop tôt? Alors on voulait faire un atelier délibératif, donc on va vous demander de participer un petit peu. Il y a peut-être Laurent qui va vous distribuer des petits post-it pour que vous puissiez aussi participer et donner votre avis sur le processus constituant et surtout comment faire la constituante citoyenne. Donc l'idée est de faire une réunion participative comme on